Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Alors là, c'est l'épisode où on va faire tourner les serviettes parce que Uncle Dana White nous a régalé, mon cher Rust. Nous a régalé pourquoi deux choses. Déjà, Justin Gaethje contre Tony Ferguson, qui est un très beau lot de consolation, mine de rien, pour l'UFC 249, mais aussi cette annonce complètement dingue. Déjà, les 4 prochains événements UFC donc, auront lieu dans une localisation pour l'instant inconnue, mais qui est vraisemblablement en Californie. Ensuite, qu'est-ce que l'UFC a fait ? Ils ont réservé une île déserte pour pouvoir faire des événements toutes les semaines et pour permettre aux combattants internationaux qui n'ont pas le droit d'entrer sur le sol américain de prendre part aux événements. On pense notamment à l'UFC 250, initialement prévu à Rio, qui là maintenant doit se passer à un autre endroit et prévu pour début mai, qui devrait être sur cette fameuse île déserte. Bref, on est dans la fiction, mais dans une fiction qui est bien réelle, mon cher Rust. On va commencer par l'UFC 249, Tony Ferguson contre Justin Gaethje. Alors, qu'en pensez-vous ? Parce qu'on reçoit énormément de questions là-dessus, et puis je veux, toutes les personnes qui nous écoutent ont besoin de l'avis d'experts que vous êtes. Ah bah dis donc. En fait, en tout cas, mon avis, c'est simplement que, et je pense que tu étais d'accord, hein, on en parlait juste avant, il y a des chances quand même, malheureusement, que Tony Ferguson fasse ça parce qu'il a beaucoup trop sacrifié pour pouvoir se passer de l'argent qu'il va faire là-dedans, parce qu'en gros, il a payé un camp d'entraînement, il a payé des sparring partners, je pense qu'il a mis tellement Faut d'argent rappeler là-dedans. qu'il est seul, oui, c'est ça aussi. Hein. Parce qu'on le dit souvent, mais c'est vrai que les gens qui nous prennent peut-être en cours ou qui s'intéressent à ce podcast plus qu'aux autres, Tony Ferguson, contrairement à beaucoup de combattants, il est tout seul. Enfin, je veux dire, il n'a pas de propre gym et tout ça. Il choisit les mecs ici et là sans avoir les ressources qu'a un Georges Saint-Pierre, par exemple. Ouais, en fait, c'est ça. Il se construit un camp d'entraînement autour de lui, ce que fait quasiment personne dans le monde du MMA, exclusivement autour de lui, et pourtant, il a les ressources d'un combattant, entre guillemets, presque comme Cowboy Cerrone, ou un gars, en gros, quelqu'un qui est en haut de l'affiche sans être champion et donc avoir les millions, en fait. Il n'est pas millionnaire, Tony Ferguson. Et du coup, comment dire, c'est pour ça qu'on l'adore aussi. Mais effectivement, il a besoin de rentrer dans ses frais parce que ça fait déjà plusieurs combats en fait où ça s'annule au dernier moment. Il peut pas forcément en combattre. Donc, le gros avantage qu'a Tony, c'est que c'est un guerrier comme on n'en fait plus. Et donc, évidemment, il a aussi, il a vu que c'était Gaethje. Il savait depuis quelques jours que probablement c'est vers Gaethje que ça allait aller. Et donc, il a dit oui. Mais alors pour ce qui est de la vie, malheureusement, On y reviendra avec Polydomso dans les previews, bien évidemment, mais c'est chaud. C'est très très chaud pour Tony Ferguson parce que, ah oui, aussi quand même, hein, et on a besoin de l'avis de Rust sur ce point-là, c'est les deux s'affrontent pour le titre intérimaire. Et donc, si jamais Tony Ferguson l'emportait, ce serait le premier combattant de l'histoire emporté par 2 fois le titre intérimaire. Mais c'est vrai que là aussi, pour lui, c'est pas grand-chose parce qu'il est contender numéro 1, il a déjà eu le titre intérimaire, il a déjà vu que ça voulait quasiment rien dire d'avoir le titre intérimaire. Donc ça fait un petit peu léger de prendre autant de risques pour ça. Ouais, et clairement, lui, je pense qu'il s'en bat la race du titre intérimaire, mais d'une force, parce qu'il sait que ça n'a aucun poids, en fait, parce qu'il l'a déjà eu et qu'on lui a déjà enlevé. Donc, en fait, Tony Ferguson, je pense que le seul truc, on n'a pas les informations, mais je pense qu'il est simplement en train d'espérer que sa paye ne sera pas réduite du fait que ça n'est pas le combat pour le titre réel. Donc, je ne sais pas quels sont ses gains si jamais il remporte le titre intérimaire, mais j'espère juste que ce sera en conséquence et qu'il restera sur quand même des salaires vraiment aussi élevés que ce qu'il aurait eu s'il avait gagné contre Khabib. Donc j'espère simplement ça. Et puis, statistiquement, encore une fois, on y reviendra avec Polydomso en détail, mais il prend tellement de risques. Honnêtement, c'est génial. Ça va faire un combat qui sera probablement très excitant, mais c'est tellement risqué pour Tony Ferguson. Et pour peu, en fait, parce que c'est surtout ça. Parce que là, il y a ce côté ceinture intérimaire qui ne veut quasiment rien dire aujourd'hui. Hein. Ouais. On va pas se mentir là-dessus. Mais surtout, c'est parce que c'est Justin Gaethje. Justin Gaethje, on l'adore. Vous qui suivez le MMA, vous le connaissez, vous l'adorez sûrement. Mais pour le fan qui ne regarde que les gros combats, comme la plupart de vos potes, par exemple, qui vont vous parler uniquement des combats de Khabib ou de Conor McGregor, ils ne connaissent pas Justin Gaethje. Ce qui veut dire que si Tony Ferguson gagne ce combat, ça n'ajoute absolument rien
à son côté terrifiant. Nous, bien évidemment, nous, ça va nous parler. Mais votre pote, il va juste dire « Ah oui, c'est le gars qui devait affronter Habib, et là, il est toujours là, ils ont reporté le combat et tout. » Il va même pas être au courant de l'exploit, car c'est un exploit de battre Justin Gaethje, et surtout ce Justin Gaethje est là, alors qu'il a énormément de risques de perdre. Donc là, il se retrouve dans une situation où s'il gagne, il se retrouve exactement au même point qu'il était juste il y a quelques semaines, à savoir, tu vas avoir le combat face à Habib Nurmagomedov pour le vrai titre. Et si tu perds, là, clairement, tout s'effondre parce qu'à 36 piges, fin d'une série de 12 victoires consécutives, quand tu n'es pas spécialement une star, donc tu sais que l'UFC va soit te mettre contre Conor, contre Dustin Poirier, contre un tueur à gages, parce que tu restes quand même un nom, hyper compliqué pour lui. Donc là, clairement, s'il perd, on va pas dire que sa carrière est terminée, mais ça va être extrêmement compliqué de pouvoir revenir à ce niveau-là. En fait, on pourrait synthétiser le truc en disant s'il avait battu, Habib, il gagnait la ceinture. Oui. S'il avait combattu Conor, il gagnait probablement un petit million de dollars et il était à l'abri pour très longtemps. Et tout le monde te connaît aussi. Et tout le monde te connaît. S'il combat Gaethje, en fait, pour les fans casual, il n'a rien à gagner parce que Gaethje, on l'adore tous, il est ultra excitant, mais c'est pas lui qui fera vendre plus de pay-per-view. Disons que Khabib, que Conor, ça c'est sûr, mais c'est pas forcément même lui qui en fera vendre beaucoup. Et en plus de ça, il a tellement de risques au niveau sportif que voilà, s'il gagne, comme tu l'as dit, s'il gagne contre Gaethje, il sera même pas au même point qu'avant. Il sera ouais, si, bon, à la limite, ok, il stagne en fait. C'est ça. Dans le meilleur des cas, il stagne. Ouais, complètement. Mais après, cela dit, ça fait un moment, malheureusement pour lui, que Tony Ferguson stagne. Parce que les combats contre Pettis et les combats contre Cerrone, à chaque fois, c'était des combats justement pour le remettre en selle. Et oui, il partait favori. Et c'est pour ça que là, pour moi, le combat contre Gaethje est intéressant, dans le sens où oui, ça le fait stagner, dans le sens où il va, comment dirais-je, ça le fait pas progresser dans les classements, parce que de toute façon, il est contender numéro 1. Mais pour la première fois, à mon sens, depuis un moment, pour moi, c'est la première fois depuis le combat contre RDA, donc Rafael dos Anjos, qu'il n'est pas favori. Je me comprends, mais dans le sens où il y a un vrai risque pour lui qu'il perde. Et s'il gagne, on en aura appris un peu plus sur Tony Ferguson, et notamment sur le côté un petit peu diesel, pour se dire, ok, s'il arrive à battre Justin Gaethje, qui passe ce fameux premier round, où là, ça va être très, très, très dangereux pour lui, on se dira, ok, il a passé ça, et tu peux ajouter, tu peux cocher des cases un petit peu supplémentaires, contrairement au combat serré contre Pettis et Cerrone, qui sont dangereux, mais où tu vois, tu te dis pas, d'accord, il a battu Pettis, on sait qu'il peut faire ça, il a battu Cerrone, on sait qu'il peut faire ça maintenant. Et en plus, c'est vrai que moi, ce qui me rend un peu triste, c'est que la manière dont, je pense, Tony Ferguson peut battre Justin Gaethje, disons, je ne pense pas qu'il puisse le battre en un round ou en deux. Donc, et en fait, le problème, c'est que ce que ça veut dire, c'est que donc, il y a de grandes chances que si Tony Ferguson gagne ce combat, ce soit après une guerre au 3e, 4e, 5e round. Et en fait, aussi horrible que ce soit, true that, et aussi horrible que ce soit, s'il gagne, donc ce sera comme ça, et comme ça, il y a déjà des gens qui ont gagné avant lui, en fait. Et c'est là où ça me saoule, c'est que même dans sa manière de remporter le combat, il y a quand même une grande chance que ce soit comme ce que l'ont fait Dustin Poirier avant lui et Eddie Alvarez avant lui. Ouais. Donc même là-dedans, il ne peut pas y gagner en fait. Donc à moins, et il en est capable, bien sûr, qu'il nous sorte un Imanari Roll, qui mette une clé de jambe à Gaethje et en même temps qu'il le fasse sur les... non, pas Gaethje, mais et voilà. Enfin, à moins qu'il sorte un truc ultra spectaculaire de ouf, même dans sa manière de remporter le combat, il a peu de chances de marquer les esprits puisque ça aura déjà été fait avant lui. Donc c'est terrible, c'est terrible. C'est pour ça que c'était aussi parfait contre Khabib, c'est que là, les enjeux étaient, il peut gagner, quelle que soit la manière, il peut gagner contre un mec qui n'a jamais perdu de sa vie en MMA. Exactement. Là, voilà, il peut gagner contre un mec qui a déjà perdu, qui a déjà été dans des guerres. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a à gagner, quoi. Exactement. Donc pour Tony Ferguson, c'est compliqué. Mais par contre, pour Justin Gaethje, Ali Abdelaziz et l'UFC, ce combat-là, c'est absolument jackpot. Parce que je soupçonne l'UFC, voyez-vous, mon cher Rust, de vouloir, pas bien évidemment que Gaethje gagne, mais de faire le vainqueur Gaethje-Tony Ferguson face à Conor McGregor, parce que mine de rien, le boug est toujours là, toujours à l'affût. Et ça permet ensuite de faire
Le combat, le vainqueur de Tony Ferguson, Gaethje, vous le faites contre Conor McGregor ensuite. Ils sont forcément contents parce qu'ils vont gagner énormément d'argent. Et ensuite, le vainqueur affronte Khabib pour la fin d'année. Et même si Justin Gaethje venait à gagner, c'est pour ça que je dis c'est parfait pour Ali Abdelaziz. Si Justin Gaethje gagne, soit il y a le combat contre McGregor qui était prévu pour juillet initialement, ou alors contre Khabib. C'est contre Khabib. Ali Abdelaziz représentera Justin Gaethje et Khabib Nurmagomedov. Donc là, je peux vous dire les négociations. Alors là, c'est tranquille. Parce qu'il peut dire à l'UFC, bon, bah très bien, bah, je vais attendre. Non, mais Ali Abdelaziz, c'est vrai qu'il faudrait presque faire un podcast sur lui parce que là, il est en train d'avoir un pouvoir. Il nous l'a demandé, mon cher Rust, et oui, va falloir. Oui, et donc nous ferons un podcast là-dessus. On a eu une très bonne question sur Ali Abdelaziz, c'est justement son pouvoir dans le MMA à l'UFC. Ça arrive parce que c'est très intéressant, je pense. Très intéressant parce que là, franchement, il a vraiment. Il va. Si jamais Gaethje gagne, il a Khabib, il a Ousmane, il a Henry Cejudo. Et il a toute une tripotée de gars qui sont, et de filles, parce qu'il a Kayla Harrison aussi au PFL, qui sont très, très, très haut placés. Il a un roster de plusieurs centaines de combattants. C'est un contre-pouvoir à lui tout seul, Ali Abdelaziz. Si jamais, bon, il n'a pas forcément intérêt à le faire, mais si jamais il décide de rentrer dans un bras de fer avec l'UFC et que ses combattants le suivent, il peut faire vraiment des dégâts. Donc, ouais, si en plus Gaethje venait à remporter le titre intérimaire, alors là, mais the man is rich. Ça, c'est sûr. Mais là, ce serait complètement fou. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, Tony Ferguson a un peu acculé. Et puis, l'UFC, voilà. L'UFC, là, pour moi, vraiment, c'est jackpot pour eux. Parce qu'à mon avis, le plan, Dana White ne l'a pas dit à Brett Okamoto quand il a dit qu'est-ce qui va se passer pour Conor McGregor. Il a fait, bien évidemment, il est resté flou là-dessus. Je pense qu'à mon avis, il y a une petite wildcard sur le vainqueur de Ferguson Gaethje contre Conor McGregor. Parce que il l'a dit, là par contre, il a dit dans l'interview d'Dana White que Conor McGregor voulait la revanche face à Khabib. Et là, clairement, voilà, en rien, l'UFC ne pourrait justifier un combat Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov en faisant le combat Tony Ferguson contre Justin Gaethje. Et d'autant plus que les fans commençaient déjà à grogner sur le fait que Conor puisse avoir un shot direct contre Khabib. Si après tout ce qu'a fait Tony Ferguson, si jamais c'est lui qui gagne, ou Justin Gaethje en prenant tous ses risques pendant une pandémie mondiale et tout ça, si jamais Conor venait à leur griller la priorité après qu'ils aient fait tout ça, même les fans, aucun ne serait d'accord. Et là, tout le monde serait en mode vendetta. Donc, il n'y a plus le choix. C'est presque l'avantage, entre guillemets. C'est grâce à ce courage de Tony et grâce à ce combat qui va se faire, au moins on a l'assurance que Conor ne pourra pas griller la priorité à qui que ce soit et qu'il devra passer par le vainqueur de ce combat. Exactement. C'est soit le vainqueur de ce combat, soit... Et c'est pour... À mon sens, c'est pour... C'est assez compliqué, mine de rien, parce que c'est vrai que Conor McGregor, il y avait donc Justin Gaethje. Maintenant, Justin Gaethje passe à la trappe. Dustin Poirier, le problème, c'est que lui, il est censé affronter Dan Hooker. Et au regard de ce qui va se passer avec l'UFC, on va en parler bientôt dans les prochaines semaines, le combat va être maintenu. Donc, a priori, je vois pas Dustin Poirier affronter Conor McGregor, à moins qu'il s'impose rapidement contre Dan Hooker, tu vois, mi-mai, et qu'ensuite l'UFC organise ce combat. Mais il n'y a pas du tout l'air d'avoir une traction, à part Dustin Poirier qui veut ce combat. Mais je veux dire, Dana White, chaque fois qu'on lui a posé la question, bah, il a royalement ignoré ça. Donc, Dustin Poirier, ça me semble compliqué. Et bien évidemment, là, Khabib, on l'a dit, c'est clair, net, précis. Aucune chance que ça arrive immédiatement, sauf si l'UFC fait un énorme fuck à Justin Gaethje et Tony Ferguson. Et Dana White a parlé d'un retour de Khabib pour septembre. Pour moi, en fait, ce qui fait que ça peut être compliqué, c'est là l'UFC, comme ils vont quand même se priver de toutes les billetteries qui sont quand même énormément juteuses pour l'organisation. Quand Khabib va revenir, je pense qu'ils vont vouloir se dire on se fait un home run financièrement. Donc plutôt que de faire ça, on fait le combat de Conor McGregor en septembre. Mine de rien, le coronavirus sera toujours là, on va pas se mentir, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Avec Conor McGregor, vous êtes sûr qu'en pay-per-view, aussi bien en France, parce que l'UFC vend des pay-per-view, même en France quand il y a Conor McGregor, enfin bref, partout dans le monde, vous faites un succès en pay-per-view, vous n'avez pas énormément besoin de la billetterie. Vous faites Conor contre Justin Gaethje, Tony Ferguson, à huis clos ou dans un truc un petit peu restreint, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. C'est pas grave s'il n'y a pas la billetterie parce que vous compensez. Et quand Khabib revient, vous faites un événement, mais pour l'histoire, où vous êtes sûr que ce soit Tony Ferguson qui est ou Justin Gaethje ou Conor McGregor qui est haut quasiment comme jamais parce qu'ils ont une légitimité sportive, du star power, tout ce que vous voulez.
le retour de Habib en mode le comeback, ça y est, machin, il a fait son camp d'entraînement, la bête est relâchée du Daghestan et tout. Et là, vous organisez le truc à Brooklyn, à Las Vegas, où vous voulez, vous êtes sûr de sold out ça en 1 minute, vous gagnez là-dessus, vous gagnez sur le pay-per-view, tout le monde est content, et puis tout le monde se serre la main gentiment, à mon avis. Ouais, complètement. Honnêtement, au niveau chronologique, c'est dans le meilleur des mondes ce qui peut se passer pour la sphère MMA, quoi. Honnêtement, là, je vois même pas quoi rajouter tellement ça a l'air cousu de fil blanc, quoi. C'est ça. Et pour terminer, avant d'aller justement sur la fameuse île, mon cher Rust, pourquoi est-ce qu'on les gens peuvent penser qu'on force un peu pour Conor? C'est aussi un moyen pour les mecs de mériter ce salaire après lequel ils courent depuis tant d'années. Quand on regarde les mecs comme Eddie Alvarez, où vous allez dire ouais, mais Eddie Alvarez, il n'avait pas gagné beaucoup. Il a gagné beaucoup parce qu'ils reçoivent un pourcentage du pay-per-view. Et c'est ce que Conor McGregor apporte. C'est que quand vous êtes on va dire, un salaire de 250 000 ou 300 000 et que vous êtes champion, vous avez une partie du pay-per-view. Donc vous allez vous dire ouais, mais il a touché que 300 000. Quand Conor McGregor combat, il y a énormément de gens qui achètent le pay-per-view. Et la part de pay-per-view que vous gagnez, donc c'est par exemple 2$, 5$ par achat en pay-per-view, ça devient colossal grâce à Conor McGregor. Et donc pour des mecs comme Eddie Alvarez, Cerrone, apparemment ce n'était pas le cas, mais les mecs précédemment où c'était absolument énorme, Justin Gaethje et Tony Ferguson, pour Tony Ferguson l'ensemble de sa carrière et Justin Gaethje pour ce qu'il vient de faire là, il mérite, c'est pas presque plus le salaire que le titre contre Habib, mais je veux dire contre Conor McGregor, dans le pire des cas, vous êtes riche et ensuite tout le monde vous connaît. Contre Habib, vous allez être un petit peu moins riche et en plus vous allez vous faire rouler dessus et quand on dit rouler dessus, il va vraiment vous faire mal. Je veux dire, Conor, vous vous faites humilier si c'est un combat comme Eddie Alvarez ou comme José Aldo, mais c'est pas des dommages qui vont vous hanter toute votre vie. Habib, il prend votre âme. Regardez ce pauvre Michael Johnson, c'est terrible quand on regarde les images. Alors que McGregor, il y a ce côté un petit peu plus festif. Je sais pas si je suis un peu clair dans non, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que déjà, le truc important, c'est effectivement, comme tu l'as dit, de bien dire que Cowboy Cerrone, apparemment, n'avait pas eu de point de pay-per-view. C'est lui qui l'a dit. Ça n'a pas été confirmé ni défirmé. Infirmé, ouais. Et en gros, et le fait qu'ils seront champions, ça, effectivement, normalement, ça conditionne le fait qu'ils auront à coup sûr des points de pay-per-view. Et donc, c'est vraiment génial pour eux. Parce que du coup, ils se mettent à l'abri de vitam aeternam et c'est parfait. Et pour ce qui est des dommages causés, en fait, évidemment, je vois où tu veux en venir parce que ce que tu veux dire probablement, c'est que, comme l'avait dit Ousmane, en fait, ce que recherche un gars comme Habib, c'est pas juste de te battre, en fait. C'est ça. Il veut tellement te poncer dans tous les domaines que tu n'aies même plus envie de le rencontrer ensuite. Et ça, c'est, comment dire, avec Habib, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu perds, et en fait tu perds, puisque donc il n'a jamais perdu encore, donc contre Habib, tu perds. Et en plus, tu perds dans le sens où tu passes un petit peu de temps debout. Donc si jamais tu es bon debout, tu as quand même le temps d'essayer 2-3 trucs suffisamment pour te rendre compte que ça va pas marcher suffisamment en fait. Et le reste du combat, en lutte, en JJB, en fait, tu te rends compte que tu ne peux rien faire. Donc en fait, tu te rends compte que tu ne peux rien faire tout court. Et c'est vrai que ça, pour un combattant d'élite et pour un combattant qui se veut, et parce qu'à ce niveau-là, ils se réclament les meilleurs du monde et ils veulent se dire que ce sont les Sangoku et pas les Vegeta. Mais le problème, c'est que du coup, contre Habib, voilà, comment dire, après le combat, tu as la certitude que effectivement tu ne le battras probablement pas en fait. Et c'est là où c'est terrible, effectivement. C'est là où c'est terrible, c'est que au niveau des dommages, c'est pas forcément si évident parce qu'une gauche de Conor, je pense que cette commotion qui doit équivaloir quand même pas mal de coups de Habib aussi. Mais oui, effectivement, il y a pas ce goût de revenez-y quoi. Il y a ce goût de c'est fini. Ouais. Exactement, game over. Et puis, et puis des images terribles aussi. Parce que voilà, sur Conor, ça ce côté un petit peu plus instantané. Dans le temps, on va dire, c'est une frappe, c'est terminé. Habib, c'est pendant 4 rounds, il y a un gars qui a fait de vous une serpillière humaine. Et là, j'exagère un tout petit peu, mais une fois que c'est passé, c'est ça, une fois que c'est terminé après les combats, il n'y a aucun mec qui va dire ouais, mais voilà, ça s'est joué sur un coup, voilà, ce moment-là, j'ai pas été concentré. Non. Disons que pendant un round, le gars s'est servi de toi. Et en fait, pendant un round, quand tu as de la chance, c'est ça. En fait, et disons que pendant 4 rounds contre Habib, tu as un photographe qui, cage side, a eu le temps de prendre 450 poses de toi différentes en train de te faire violer, en fait. Et du coup, le problème, c'est que contre Conor, tu as un shot,
comme on s'en souvient contre José Aldo, comme on s'en souvient contre Dustin Poirier. Tu as une photo qui va être iconique. Et bon, bah voilà, tu vas devenir cette personne qui est comme José Aldo, comme ça, et en mettant son crochet et en se prenant la gauche. Voilà, contre Khabib, bon, bah voilà, on va sur Getty Images et on a le choix de n'importe laquelle des positions dans lesquelles tu te fais souiller, quoi. Et bien sûr, ça ne doit rien au hasard, ni pour Conor, ni pour Khabib Nurmagomedov. C'est juste que le rendu est un peu différent et c'est pour ça qu'effectivement, pour les combattants, Justin Gaethje, Tony Ferguson, ce serait bien qu'ils aient droit à ce big payday parce que ça arrive extrêmement rarement dans une carrière de combattant. Et même si vous êtes champion et que vous avez un règne assez long, on pense notamment à Tyron Woodley, vous pouvez ne jamais avoir droit à ce big payday. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, Tyron Woodley n'a jamais été un des combattants favoris des femmes parce que lui, il avait toujours cette envie, cette recherche du money fight pour être payé, selon lui, à sa juste valeur. Et malheureusement, ce n'est jamais arrivé pour lui. Bien, monsieur, on va passer là au coup de force de l'UFC de Dana White. Ok, donc nous sommes en pleine pandémie. Qu'est-ce qu'a fait l'UFC? Parce qu'ils se sont dit d'accord, ça va être chaud de maintenir les événements. On a des gars qui viennent de Moldavie, on a des mecs qui viennent d'un peu partout dans le monde, on a un calendrier à respecter. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On va réserver une île déserte et on va organiser tous nos prochains événements ici. Donc ce qui s'est passé, c'est que là l'UFC a loué un lieu aux États-Unis pour les 2 prochains mois et ils alterneront en fait les événements entre ce lieu-là et l'île déserte qui va permettre l'île donc qui est pas sur le territoire américain, sur le sol américain, pour que les combattants étrangers puissent continuer de prendre part aux événements de l'UFC. Alors mon cher Rust, ce coup de force de Dana White, est-ce une folie? Est-ce compréhensible? Devait-il le faire? Pouvait-il le faire? L'UFC au-dessus des lois, au-dessus du coronavirus? Bah, ce qui est sûr, c'est que là, l'UFC et Dana White, parce que c'est vrai que qu'on le troll et qu'on se moque de lui ou pas, bah, il y a quand même de grandes chances que ce soit lui le principal moteur de ce qui est en train de se faire. Ouais. Et mine de rien, ils sont en train de nous faire un espèce de Mortal Kombat IRL en fait. Là, l'UFC est en train d'organiser sur une île déserte, une île privatisée, des combattants qui vont venir en avion de partout dans le monde pour se mettre sur la tronche et il n'en restera qu'un. C'est du délire, c'est Battle Royale, c'est Mortal Kombat, c'est Tekken, c'est complètement délirant. Je n'ai pas souvenir que ce soit arrivé une seule fois dans l'histoire. Il fallait, disons en fait, voilà. C'est un peu comme, attends, parce que j'allais dire LeBron, mais je m'y connais pas, ça se trouve c'est pas le cas. Mais non, mais après ils l'ont un peu fait quelque part l'UFC pour moi. Dans le sens, ils l'ont un peu fait, tu vois, quand ils font des trucs, par exemple à Abu Dhabi ou à Dubaï, c'est quelque part ça, sauf que là ils font un truc constamment dans le temps, tu vois. Oui, bah et puis disons il n'y avait pas ce côté, il y a une pandémie mondiale, il faut un événement à la hauteur d'une pandémie mondiale. Et en gros, l'événement à la hauteur d'une pandémie mondiale, c'est ils trouvent un endroit qui est visiblement. Alors, je ne comprends pas trop comment ça se fait juridiquement, mais ça doit être l'équivalent des eaux internationales, puisque j'imagine que ça n'est pas aux États-Unis. Donc, je ne sais pas exactement comment est considéré le territoire sur lequel l'île les combats se feront. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'à Abu Dhabi, ils font des trucs comme ça aussi, ils en font un peu partout dans le monde, mais là, ce côté, parce que là, il l'a dit, Dana White, ils sont en train en ce moment, c'est-à-dire que dans l'interview qu'il a donnée, c'était pas encore apparemment sûr à 100%, ils étaient en train de fignoler le deal pour l'île déserte. S'il l'a dit, c'est que c'est sûr. Voilà, s'il l'a dit, il y a quand même des grandes chances. Et en gros, il a dit, bah voilà, on est déjà en train de commencer à amener le matériel et à monter un peu l'octogone et le truc. Ouais. Et comment ils vont faire ça? Je sais même pas à quoi ça va ressembler. Ah non, mais pour moi, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué parce que justement, tu vois, quand ils se baladent et tout, ils ont l'habitude de le faire. Oui, non, ils ont l'habitude de le faire. Oui, en fait, disons, la performance, elle n'est pas nécessairement au niveau logistique, elle est vraiment au niveau du tour de force général, en fait, de réussir à réserver, privatiser une île déserte pour y faire des combats. Mais c'est vrai que oui, logistiquement, c'est l'avantage, en fait, c'est que ils ont tellement l'habitude d'aller autour du monde que c'est comme un cirque itinérant, mais vraiment, tu sais, la Rolls-Royce des cirques itinérants, en fait, l'UFC. Donc, ils n'auront aucun mal à mettre ça en place. Le plus dur, c'est fait, en fait. Le plus dur, c'était de trouver l'endroit. Après, il déroule. Complètement. Et donc là, voilà, l'UFC va reprendre full blast sur cette île. Dana White a expliqué à TMZ justement que tous les combattants seront testés, les combattants, le staff de l'UFC qui sera bien évidemment réduit, les coachs, tous ceux qui accompagneront, il y aura même des médias qui vont venir sur place. Tout le monde sera testé. Il a même dit que vous serez bien plus en sécurité sur cette île que lorsque vous allez faire vos courses pendant cette période ou que vous êtes chez vous. Donc je pense, et puis de toute façon, l'UFC n'a pas beaucoup de choix parce que si
un des combattants ou même un des membres du staff ou un journaliste venait à choper le coronavirus sur l'île, alors là, c'est pour gérer les relations presse et tout ça juste non, c'est après. sûr. Bon courage, donc ils vont prendre absolument aucun risque. La question, c'est est-ce, au regard des réactions qu'il y a sur les réseaux sociaux, est-ce une bonne idée d'organiser cet événement-là? Et comme l'a d'ailleurs dit très bien dit Brett Okamoto, ou un autre journaliste, quand on regarde les, les audiences de WrestleMania pour la WWE ou l'UFC Brasilia, les audiences n'ont pas été dingue parce que c'est vrai que les gens ont d'autres préoccupations aujourd'hui que le sport. Ils pensent avant tout à leur santé, à leur job parce que la situation est quand même compliquée, et puis surtout à l'avenir immédiat et la vie réelle, entre guillemets. Donc est-ce que pour toi, c'est une bonne chose que l'UFC, à tout prix, parce qu'ils vont réussir à le faire là, toutes les semaines continue d'organiser les événements alors que les gens, même si Dana White dit on a besoin de souffler, on a besoin d'avoir un petit peu d'entertainment, est-ce que les gens vont avoir l'esprit à regarder l'UFC alors qu'on traverse quand même une période qui n'est pas extrêmement joyeuse? Bah, c'est vrai que c'est pas si évident. Alors en plus, alors déjà c'est vrai que ce qu'il faut se dire effectivement, c'est que la raison pour laquelle la WWE avec Vince McMahon et l'UFC avec Dana White ont voulu continuer à faire des événements, c'est parce qu'en fait, je pense qu'ils ont misé sur le fait qu'il n'allait avoir aucune concurrence et que ça allait être un boulevard. Ouais. Visiblement, ça n'a pas été le cas, puisque à Brasilia, ça a fait des mauvais chiffres, et la WWE, ça n'a pas été un naufrage, mais c'était pas non plus absolument dingue. Donc, et alors en fait, est-ce que c'est une bonne idée au regard de performances qu'ils espèrent? Je sais pas, parce que à la limite, tu vois, si ça avait été un événement qui avait lieu, disons, en Europe, Ouais. là, tout de suite, et dans une semaine ou deux, ça l'aurait peut-être fait parce que, je m'explique, même si on est en plein confinement et que c'est vraiment, on est dans le dur et respect éternel à tous nos soignants, etc. Et là, on est vraiment à fond. Enfin, nous, on a de la chance, tu vois, nous, on chill, quoi. Mais on est dans le dur, mais on va être sur la pente descendante. Si le confinement continue, que les gens continuent à se discipliner, on le voit en Italie, on le voit en France, les chiffres commencent à stagner, voire descendre du nombre de cas. Donc, tu vois, pour nous, je pense que les esprits vont se délier un peu et on va commencer à pouvoir penser à autre chose et nos esprits vont pouvoir commencer à se libérer un petit peu de tout ça. Donc, si ça avait été chez nous, le 18 avril, je pense que, tu vois, ça aurait pu marcher si c'était nous la cible des pay-per-view. Mhm. Le problème, c'est que la cible des pay-per-view, c'est surtout les States, et que Complètement. les States, non seulement ça ne fait que commencer, mais le 18 avril, je pense que ce sera l'apocalypse selon Saint Jean, et donc que encore moins dans 2 semaines, les gens auront la tête à ça. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Par rapport aux chiffres, c'est pas du tout évident, sachant que même lorsque la crise n'était pas encore, entre guillemets, autant ancrée dans la terreur collective qu'elle ne l'est maintenant, puisque à Brasilia, ça ne faisait entre guillemets que commencer et pourtant ça a bidé. Donc, c'est vraiment pas évident que ça fonctionne en termes de nombre de vues. Mais voilà, voilà, en tout cas, ils l'ont fait. De toute façon, l'UFC a le deal avec ESPN, donc eux, ils vont continuer à avoir l'apport financier et pécunier d'ESPN et tout ça. Ouais. Donc eux, ils vont probablement s'y retrouver, mais à voir Oui. si l'ESPN Enfin voilà, pour l'instant, on a ça comme données. Eux vont s'y retrouver parce qu'ils ont les deals ESPN. En pay-per-view, ce sera pas du tout évident, mais voilà, on va voir. Moi, par rapport à ça, je me dis, enfin, vraiment, je veux surtout que tous les combattants soient testés dans les meilleures conditions et qu'il Ouais. n'y ait aucune histoire, tu vois, de mec qui ait accepté ça vraiment en limite en reculant, en se disant, bon, bah, j'ai pas le choix parce que je dois payer mes factures. Qu'à chaque fois, les mecs aient, entre guillemets, ce choix de se dire, bon, bah, soit je combats et je sais que l'UFC va vraiment prendre soin de moi, que Ouais. je vais à aucun moment devoir dire à ma femme, à mes gosses, bon, bah, là, je suis en train de partir pour aller sur une île, je sais pas trop où je vais, il y a Je peut-être sais pas moins que si je je chope ma. reviendrai, quoi. Ouais. Ouais, il y a peut-être moins que je chope la maladie. Ouais, je sais pas Ouais. si je reviendrai parce qu'avec les transits et tout, Bah ouais. en gros, que tout soit mis en œuvre pour que le combattant, même le mec qui ouvre la carte, il n'ait pas à prendre un vol commercial et que du coup, quand il va faire le combat et pour le retour, tu vois, qu'il ne soit pas bloqué en correspondance à Londres, C'est mais ça. qu'il dise, bah, tu peux pas revenir en France ou tu peux pas revenir à tel ou tel endroit. Moi, c'est vraiment ça, tu vois. Et si tout est garanti pour les combattants, que même tu vois, quand on aura les premiers échos de l'UFC 249, qui sera plus ou moins dans les mêmes conditions, parce que c'est pas sur l'île déserte, mais c'est en plein milieu du coronavirus, que tous les mecs disent, bah, effectivement, l'UFC, ils ont pris soin de nous, pas encore mieux que ce à quoi on s'attendait, notre staff était vraiment aux anges, ceci, cela.
là, je vais dire OK. Mais vraiment pas que les mecs, ils soient à chaque fois dans une situation où, comme Aljamain Sterling, qui soit, bah non, moi, j'ai pas envie de combattre parce que je peux même pas m'entraîner. Ouais, ouais, parce que Aljamain Sterling, particulièrement lui, enfin, je sais pas si tu fais référence à l'interview de Ray Longo, son entraîneur, Complètement, qui c'est disait: ça. «C'est tellement le bordel que», enfin, en gros, Ray Longo disait: «Moi, je suis en train Ils sont à New d'espérer». York aussi, eux, c'est Et pour ça. ouais, eux, ils sont en plein dedans. New York, c'est le foyer. Mais voilà, Ray Longo, l'entraîneur, disait: «Moi, j'en suis presque à croiser les doigts pour que l'UFC nous dise, bah, on annule, quoi». Ouais. Parce que là, c'est des conditions qui sont pas tenables. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà, le seul moyen où ça puisse être défendable, et je te rejoins à 1000%, c'est si pour les combattants, l'UFC auquel ils vont participer est uniquement une possibilité pour eux de gagner leur vie et de continuer à avoir leur gagne-pain qui rentre sans aucun risque pour eux ni leur famille. Parce que Ouais. dans ces cas-là, ce sera que du plus. Et là, effectivement, bah, ce sera compliqué pour qui que ce soit de critiquer. Donc en fait, c'est ça. Si jamais pour les combattants, dès qu'ils arrivent, on vient les chercher chez eux avec, ou alors à l'aéroport avec des mecs en masqué et qui te font des tests dès que tu arrives, etc. Et si du début de la procédure, mais vraiment du porte-à-porte jusqu'à la fin, et qu'effectivement, quand Dana White dit sur cette île déserte ou dans le lieu où on sera, il le dit dans l'interview avec Brett Okamoto, ils ont, ils seront beaucoup plus en sécurité que lorsqu'ils vont faire leurs courses dans un supermarché, là où ils auraient été en temps normal pendant le coronavirus. Et effectivement, si tous les tests sont faits et que c'est rigoureux, bah c'est vrai. Parce qu'ils seront dans un environnement, tu sais, c'est un peu comme les salles où ils construisent les satellites à la NASA, tu vois, c'est un environnement qui est tellement, tellement aseptisé et ils ont pris toutes les précautions qu'il n'y aura absolument aucun risque. Et dans ces cas-là, bah oui, on peut difficilement critiquer si c'est comme ça que ça se fait, effectivement, parce que personne ne prend de risque, quoi. Seule inquiétude, mon cher Rust, et là, même Dana White a reconnu qu'il n'avait pas de réponse par rapport à ça, et que ça reste, et ça va être, je pense, le principal point à résoudre, et qu'à mon avis, il n'y aura pas de solution, c'est tout ce qui précède le combat. Et quand je dis combat, c'est pas la Fight Week, c'est comment les mecs vont pouvoir s'entraîner, parce que les gyms sont fermés à peu près partout dans le monde. Ouais. Les sparring partners, là aussi, ça va être compliqué, parce que même si vous avez un petit peu de sous, vous allez pouvoir avoir un mec qui s'entraîne tout le temps avec vous. Vous n'allez pas pouvoir être certain d'avoir, on va dire, 5 gars potentiels et vous dire, bah, tous ces mecs-là, c'est sûr qu'ils n'ont pas le Covid-19, ceci, cela. Donc, pour tous les combats qui arrivent, on va avoir des mecs qui vont s'entraîner dans des conditions particulières. Parce que les gars Ouais. comme Aljamain Sterling, où ils sont à New York, où là, pour eux, c'est à moins de déménager le temps de la préparation, c'est un enfer. T'as les mecs comme Anthony Smith qui sont dans le Nebraska, enfin, pardon, non, il est pas dans le... Si, il est dans le Nebraska. Ah non, où il a grandi dans le Nebraska, mais enfin bref, Anthony Smith qui est un petit peu à l'extérieur de tout ça, mais je veux dire quand même dans une situation où il va pouvoir se permettre d'avoir un ou deux gars pour lesquels il est Ouais. sûr et de dire, bon bah les mecs, soit vous habitez chez moi, soit on s'organise pour que ça puisse fonctionner, mais pour le reste, vous ne pouvez pas avoir la variété que vous avez d'habitude de dire, bah je vais aller faire mon entraînement de JJB dans l'endroit où je vais d'habitude parce que là aussi c'est fermé, que vous n'allez pas pouvoir payer le coach de JJB plus votre sparring habituel de JJB. Enfin, pour ça, par contre, ça va être un sacré casse-tête et je pense malheureusement sans solution. Sans solution. Et alors après, pour tous ceux qui sont là et qui combattent le 18 avril, Ça va. voilà, c'est peut-être entre guillemets ceux qui ont le plus de chance parce que bon, bah, ça veut dire que là, même si tout est fermé pour eux et qu'ils ont juste à, entre guillemets, juste à se maintenir physiquement, ils arriveront avec quand même pas mal de masse de travail qu'ils auront pu mettre derrière en fait. Mm. Ceux qui combattent en mai ou qui combattent dans ces eaux-là, alors là par contre, effectivement, ils peuvent pas faire un camp d'entraînement à simplement faire des pompes, des tractions et sur du gradure. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est vrai que c'est pas du tout évident. Est-ce qu'ils continuent de prendre des risques en allant dans leur gym? Parce que c'est ce que faisait Ray Longo avec Jamel Sterling. En fait, il lui ouvrait les portes du gym, mais sans que ce soit du tout safe d'aucune manière que ce soit, parce qu'ils n'ont pas de manière de savoir si ça l'est. Donc, est-ce que tu continues de faire ça, mais donc tu passes ton camp d'entraînement ou le dernier mois dans l'angoisse de est-ce que c'est contaminé? Est-ce que je rencontre des gens qui sont contaminés, etc. Ou est-ce que tu fais simplement de la prépa physique, etc. Et dans ce cas-là, bah, tu arrives vraiment old school, tu sais, un peu en mode Jorge Masvidal Ouais. dans les combats, dans les jardins derrière les maisons, et tu arrives, tu es juste frais physiquement, et tu vas devoir toi-même combattre à l'ancienne sans vraiment avoir pu t'entraîner et faire des game plans particuliers, etc. Donc voilà, ça va vraiment pas être évident pour les combattants qui ont des échéances après le 18 avril, et plus elles seront lointaines, moins ce sera évident. Mais, mais voilà, mais tout simplement, voilà, tant que ces personnes-là peuvent s'entraîner physiquement, au moins, ce sera déjà ça. Mais même ça, c'est pas nécessairement évident. Et si c'était pas ça la solution, de revenir à ces fameux combats dans le jardin?
Bah, une île déserte, un jardin, c'est Voilà. pareil. Quelque part. Bien, mon cher Ross, je crois qu'on a terminé. Big Ouais. shout out to MyProtein. Il ne nous lâche pas. Et on prépare de belles choses, je crois, mon cher Rust, avec MyProtein. Absolument, vous nous en direz des nouvelles. Et oui, et donc code la sueur. Et bah, la sueur, comme voilà. Vous tapez le code la sueur. Moins 38% minimum de réduction absolument partout. En ce moment, je crois qu'il y a même des offres encore plus spéciales, plus exclusives sur le site de MyProtein. Voilà. Je pense que nous sommes complets sur la chose. À très vite pour les Triple C's. Swear.